Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un podcast avec toute la team FP Diète, donc avec Hello. Ambre et Victoria. Je suis trop contente d'être chez mesdames, bien accueillies pour cet épisode. Donc, pour une fois qu'on peut le tourner en vrai, on le fait. Et aujourd'hui, on va parler des bases non négociables à mettre en place dans ta nutrition si tu veux obtenir de réels résultats et surtout sur du long terme. On va y aller bloc par bloc en quelque sorte, dans le sens où on va aborder une thématique et on va un petit peu débattre dessus, apporter certaines informations, certains mythes aussi, casser des mythes et aller comme ça sur plusieurs blocs et plusieurs thèmes à propos du sujet des bases de la nutrition ensemble. Et forcément, tu te retrouveras avec plein de plans d'action à mettre en place et plein de petites modifications à appliquer dans ta diète dès l'écoute de ce podcast. Donc installe-toi bien, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et on commence tout de suite. Donc au niveau du premier bloc, on va parler vraiment de la base de la nutrition qui est tout simplement la balance énergétique, les calories et on va dire le métabolisme dans sa globalité. C'est le premier point à maîtriser et à comprendre si on veut commencer à appliquer n'importe quel changement au niveau de sa nutrition, parce que c'est tout simplement connaître son corps et connaître ses besoins. Et c'est ensuite en essayant d'appliquer de comment remplir ses besoins qu'on peut aller dans le détail et aller à la suite de cet épisode de podcast. Du coup là on va vraiment parler du métabolisme et des bases vraiment axées autour de celui-ci. Donc pour faire un bref rappel au niveau du métabolisme, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc le métabolisme de base, c'est toutes les fonctions vitales de l'organisme, typiquement les besoins du corps quand il est dans le coma, quand il dort, enfin vraiment le corps au repos le plus total. Et oui, le corps brûle de l'énergie au repos et ça on a tendance à vite l'oublier, surtout quand on a un objectif par exemple de perte de gras, mais non, on a bien des besoins qu'on ne peut pas négliger. Et à l'ajout de ce métabolisme là, il y a aussi l'activité physique, l'effet thermique des aliments, donc c'est-à-dire l'effort de digestion que le corps utilise pour digérer les aliments, donc oui, ça nécessite de l'énergie, et effectivement l'activité non sportive ajoutée au métabolisme, donc vraiment pour le coup, on se rend compte que c'est un ensemble de plein d'habitudes, de plein de besoins, donc c'est un mélange de physiologie et de quotidien, le métabolisme, et que du coup, on a tous et toutes un métabolisme différent. C'est pour ça que c'est extrêmement important de le connaître et d'apprendre à se connaître soi aussi pour essayer de mieux adapter son alimentation par la suite. Bah, tout part de là en fait. Ouais. C'est la base quoi. D'où le métabolisme de base. Donc une fois qu'on comprend l'importance du métabolisme, le but ça va être de le calculer. Donc il y a plein de formules disponibles sur internet qui sont plus ou moins fiables. Moi je recommande aussi de faire le juste milieu entre son alimentation actuelle et le calcul aussi qu'on peut retrouver sur internet et faire vraiment le milieu des deux et d'essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'on se situe entre son alimentation actuelle et son métabolisme théorique et d'observer un petit peu en se pesant, en ayant une consommation régulière de l'apport calorique cible pour voilà, comprendre comment notre corps réagit à cet apport-là. C'est un peu ce qu'on fait avec les patients par exemple généralement. En gros, il y a les besoins théoriques et les besoins pratiques, moi j'appelle ça. Et les besoins théoriques sont totalement différents que les besoins pratiques. Et c'est pour ça que Fanny, elle dit, testez avec votre alimentation actuelle et vos réels besoins. Et en fait, avec la moyenne sur une semaine, bah, vous allez savoir un petit peu votre positionnement. Moi, c'est assez fascinant parce qu'avec une patiente, elle avait réussi à augmenter son métabolisme à 2500 calories par jour. Oh. Et quand je lui ai fait son calcul de métabolisme de base par rapport à toutes les informations qu'elle m'a données, on était plutôt sur de 2200. Et je lui ai dit, bah là, tu vois, si je veux te mettre en maintien, je vais plutôt te mettre à 2500 parce que c'est ton maintien actuel et que tu as réussi à augmenter ton métabolisme à ce niveau-là. Mais d'après les calculs, tu devrais être un petit peu en dessous. Donc, c'est que tu as vraiment fait un gros travail au niveau de ton augmentation métabolique. Et en fait, elle était choquée. Elle m'a dit, ah ouais, c'est fou, je m'en rendais pas compte. Et là, du coup, je l'ai mise en déficit parce que son objectif, c'est de perdre du gras maintenant à 2200 et elle perd déjà. Alors que c'est censé être son métabolisme de base, d'où l'importance aussi d'essayer de bien comprendre son métabolisme, de l'augmenter au maximum grâce à tous les facteurs qu'on a cités précédemment et de pouvoir avoir une plus grande liberté alimentaire ou une plus grande facilité de mise en place de n'importe quel objectif derrière. Donc ouais, c'est assez intéressant de voir ça. C'est pour ça que dès le début, quand j'ai un patient et que je lui montre le dossier de suivi et que justement, nous, on montre les apports un petit peu au niveau des patients, je leur dis ça, c'est la base, mais potentiellement en pratique, on va aller au-dessus pour que déjà le patient il se prépare potentiellement à manger plus et en fait à casser un petit peu une barrière vis-à-vis du chiffre. Ouais, exactement. Là, du coup, quand tu dis on teste le métabolisme, du coup, on dirait qu'on se base que sur ce nombre-là et pas sur le total des dépenses énergétiques. En gros, si je dis métabolisme, ça veut dire un petit peu tout. Et si je dis métabolisme de base, c'est simplement les fonctions vitales. Je pense que ouais, c'est plus dans ce sens-là. En gros, là, l'exemple qu'on a donné, on était plus sur la dépense énergétique journalière de la personne, qui englobe vraiment tout ce que Fanny a dit juste avant. Et du coup, s'il respecte des besoins égaux à ses dépenses, il est en maintien de poids. Mais après, ça dépend d'où il est parti. Ouais, tout à fait.
Donc ouais, ça c'est vraiment on va dire la base et le pilier numéro 1 à respecter dans sa nutrition si on veut commencer à avoir de vrais résultats sur sa composition corporelle, sur son énergie, sur sa santé aussi. Ça joue. Bah, c'est pour ça qu'il y a plein de pertes de poids qui ne fonctionnent pas parce que justement les gens ne connaissent pas leurs besoins. Et en fait ils vont partir soit sur un déficit, soit sur quelque chose auquel ils ne connaissent pas parce que le corps il réagit pas. Parce qu'il n'a pas ce qu'il faut. Exactement. Et aussi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que il faut jamais aller en dessous de son métabolisme de base. C'est un peu la limite minimum parce que en dessous, ça va demander à votre corps de réduire un petit peu ses fonctions vitales. Et il va fonctionner du coup vraiment au ralenti, anormalement et au ralenti. Et du très coup impacter fatigué. votre santé. Dites-vous que votre corps il est plus intelligent que vous-même. Donc voilà, il faut vraiment apprendre à comprendre son corps, ses besoins. Et ça, c'est l'étape numéro 1 de toute transformation. J'insiste vraiment là-dessus. Et si, en apprenant à connaître son métabolisme, on se rend compte qu'on ne mange pas assez ou qu'on mange trop, il faut essayer de retrouver un état d'équilibre avant même de changer quoi que ce soit. Ce qu'il faut bien comprendre aussi au niveau de l'énergie totale, donc il y a le métabolisme, on va dire la dépense énergétique journalière, mais du coup, il y a aussi la balance énergétique entre les apports et les dépenses. Et comme on l'a dit, le but, ça va être d'accorder les apports et les dépenses. Mais souvent, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits sur oui, mais moi, je mange déjà bien et je perds pas de poids, ou je fais déjà tout bien, mais mon corps réagit pas, et ainsi de suite. Très souvent, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension du métabolisme ou une mauvaise compréhension de sa propre alimentation actuelle. Et j'ai beaucoup de patients qui arrivent par exemple en appel découverte ou en première consultation qui me disent en fait je comprends pas, je perds pas de poids alors que je mange déjà sainement, etc. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que oui, les aliments sont globalement sains, globalement équilibrés, mais soit ils ne sont pas adaptés au métabolisme de la personne, soit justement, vu que la personne mange sainement, elle a tendance à augmenter certaines quantités qui ne sont pas forcément utiles et qui créent forcément un surplus au fur et à mesure du temps. Je pense à un suivi qui mangeait beaucoup d'avocats par exemple et la personne ne comprenait pas pourquoi elle perdait pas de poids et on a réduit cette consommation-là alors qu'en soi l'avocat c'est riche en nutriments, c'est très intéressant, il y a des bons acides gras mais ça reste un apport calorique non négligeable dans une journée, surtout qu'on était sur un avocat assez grand par jour, donc franchement ça joue. Et en fait, en réduisant, même si c'est un apport qui est sain, mais en collant un petit peu plus à ses besoins, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des premiers résultats. Oui. Donc vraiment, des fois, c'est important de se rendre compte aussi de la valeur énergétique de ce qu'on apporte et pas que de ce qu'on dépense et de notre corps. Par exemple, j'ai l'exemple avec un patient, parce que c'était un appel de fin de suivi que j'ai eu la semaine dernière. Globalement, au niveau de son alimentation, il avait les connaissances, son alimentation elle était relativement correcte. Et en fait, on a joué sur un facteur au niveau de la dépense énergétique journalière, c'était le NEAT, toutes les dépenses qui sont non liées à l'activité physique. Et en fait, des fois, on a tendance à penser que parce qu'on fait du sport 5 fois par semaine, parce qu'on mange bien, ça suffit pour atteindre ses objectifs, mais on oublie une composante. On peut rester sédentaire. Ouais, on oublie une composante essentielle qui est la sédentarité. Et en fait, on est tellement sédentaire de nos jours que simplement de bouger un peu plus, ça peut accélérer le processus vis-à-vis de nos objectifs. Oui, 100% d'accord. Donc il y a vraiment tout un enjeu au niveau des calories et de l'énergie totale à bien comprendre si on veut commencer à maîtriser un petit peu sa nutrition. Pour moi, je le répète, c'est vraiment l'étape numéro 1, de comprendre qu'en soi, c'est des maths et c'est une sorte de petite équation ou de petit équilibre à trouver et que sans ça, en fait, on ne peut pas passer aux étapes supérieures. Donc maintenant qu'on a parlé un peu plus, on va dire, de la base, on va rentrer un peu plus en détail, notamment au niveau de la répartition des macronutriments. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les macronutriments, ça va comporter les glucides, les lipides et les protéines. Donc c'est ce qui va composer votre alimentation dans la journée. Donc pour rappel aussi, 1 g de lipides correspond à 9 calories. Donc vu qu'on parlait des calories juste avant, ça permet de faire un petit parallèle. 1 g de glucides correspond à peu près 4 calories et 1 g de protéines correspond à peu près aussi 4 calories. Et ça, c'est important de le savoir parce que c'est ce qu'elle disait, Fanny, juste avant. Par exemple, son patient qui consommait des lipides, enfin des avocats, pardon, il était en mode je mange correctement, je mange bien, mais pourtant je perds pas de poids. Mais comme elle vient de le dire, en fait, 1 g de lipides, ça apporte 9 calories, donc 2 fois plus que des glucides ou des protéines. Donc si votre base au niveau de votre alimentation, c'est des lipides, le compteur calorifique, il peut vite augmenter, quoi. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avoir un apport en calories journalier, c'est bien de le connaître, c'est bien de le savoir et c'est ce qu'on a vu juste avant. Mais en fait, après, ce qui va vraiment compter, c'est comment on remplit, on va dire, le nombre de calories avec les aliments. Donc, quels aliments on va choisir, comment ils sont composés, de quelle qualité ils sont. Et en fait, tout ça, ça passe par justement une bonne répartition des macronutriments, donc ce que disait Victoria juste avant. Et pour moi, l'apport calorique ne peut pas être dissocié de ça. Parce que, imaginons, mes besoins sont de 2000 calories par jour.
Si je mange 2000 calories uniquement de glucides par exemple, avec très peu de lipides, quelques protéines par-ci par-là, en fait ça ne va pas du tout être pareil en termes de rapport, on va dire, sur la composition corporelle, sur l'énergie, sur la santé, que si je mangeais avec une bonne répartition de protéines, lipides, glucides au même total calorique. Vraiment, ça change tout. Du coup, je pense que c'est important de rappeler un petit peu les rôles de chaque macronutriment pour que vous compreniez bien leur importance. Donc déjà, on a les protéines qui sont très importants, surtout si vous faites du sport, et je pense que c'est votre cas si vous écoutez ce podcast. En tout cas, on espère. Donc les protéines, ça va permettre la construction et la récupération et le renforcement de votre masse musculaire, mais c'est aussi le constituant de certaines membranes cellulaires, et ça permet également le transport. On a ensuite les lipides, qui sont une source d'énergie, mais plus particulièrement le précurseur de nos hormones, et aussi qui permettent le transport de certaines vitamines. Et on a du coup les glucides, qui sont eux notre première source d'énergie corporelle et aussi cérébrale. Le sucre est la première source d'énergie cérébrale d'ailleurs. Pour donner un chiffre, par exemple, il y en a beaucoup qui ont peur des glucides. Votre cerveau, à lui tout seul, en une journée, il consomme 150 grammes de glucides par jour. Donc déjà, vous ne devez pas avoir en dessous de 150 grammes par jour au niveau des glucides. C'est ça. Et les cellules nerveuses sont glucodépendantes, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de glucides pour fonctionner. Et c'est pour ça que potentiellement, quelqu'un qui va manger moins de glucides va avoir beaucoup plus de mal à se concentrer, va être plus fatigué, va être peut-être sujet à des migraines ou des choses comme ça. Et en fait, c'est très très important de comprendre qu'on a besoin de tout dans notre corps. Alors oui, les glucides n'ont pas des nutriments essentiels à proprement parler pour le bon fonctionnement vital de notre corps, contrairement aux lipides qui, comme on disait, participent au transport de certaines vitamines, mais pour le coup, les glucides, ils sont nécessaires à juste fonctionner normalement. Et beaucoup de personnes ont tendance à penser que les glucides sont totalement facultatifs, qu'on n'en a pas besoin vu que c'est pas vital, mais en fait si, vraiment. Et en plus, à noter pour les sportifs, que si on consomme un apport en protéines et qu'on ajoute une petite source de glucides en plus, les protéines vont être mieux assimilées. Donc souvent les sportifs, ils ont un peu peur des glucides, mais en soi ça peut littéralement booster les résultats et créer une meilleure assimilation des protéines. Donc en fait tout ça, il faut bien en avoir conscience que ce n'est pas qu'une question de calories et qu'on a vraiment besoin de tout pour avoir un corps qui fonctionne normalement, qui fonctionne rapidement, qui prend du muscle, qui perd du gras et qui a littéralement une bonne santé physiologique interne et aussi sur le long terme. Par exemple, quand Fanny elle disait qu'on a besoin également des glucides pour construire de la masse musculaire, elle a raison, parce que les protéines, c'est la leucine qui va permettre justement l'activation d'une certaine voie pour justement construire l'anabolisme musculaire, mais également les glucides vont activer une voie, je vous la donne, mais vous en faites ce que vous voulez, c'est la voie mTOR. Et en fait, les deux sont hyper importants pour justement activer l'anabolisme musculaire. Et au niveau des lipides, tu disais au niveau fonction hormonale, par exemple, nous les femmes, on a beaucoup peur de manger des lipides, et à chaque fois que j'en parle avec des gens dans ma salle, elles sont là en mode j'ai peur des lipides, c'est hyper gras, etc. Je n'ai jamais d'huile dans ma poêle. Ouais, exactement. Mais il y en a une de mes amies à la salle, elle a dit, des fois quand je fais une salade, j'essore la salade pour éviter de manger de l'huile. Et en fait, c'est triste d'en arriver là, parce qu'en fait, les femmes, nous, ce qui permet d'activer les hormones féminines, c'est le cholestérol. Et en fait, c'est grâce au cholestérol qu'on arrive à sécréter nos hormones féminines et du coup avoir notre cycle menstruel. Donc il ne faut pas en avoir peur en fait. Si les macronutriments sont là et que c'est des glucides, des lipides et des protéines, c'est pas pour rien, c'est qu'on en a vraiment besoin pour que notre corps il fonctionne correctement. Et du coup, il existe une forme de glucides, mais qui sont non caloriques et qu'on appelle les fibres alimentaires. Et du coup, on les retrouve dans les fruits, dans les légumes, dans les oléagineux, dans les céréales. Et en fait, ces fibres-là, elles permettent la régulation du transit et le renforcement de notre système immunitaire en donnant en fait à manger à notre microbiote. Je ne sais pas si vous voulez... On peut. Hein. On peut en parler effectivement, dans le sens où, comme on l'a dit, notre corps est un système extrêmement complexe, donc on a énormément de systèmes au sein de notre organisme. Le système hormonal, le système nerveux, le système cardiovasculaire et aussi le système digestif. Et le système digestif, c'est vraiment... Le deuxième cerveau. Oui, le deuxième cerveau, tout à fait. Et c'est vraiment ce qui va être en première ligne, on va dire, de notre nutrition. En vrai. Donc oui, après il y a le métabolisme de tout ce qu'on mange, mais ça passe directement par le système digestif. Et si on a un système digestif qui est endommagé, qui est, qui n'est pas, entraîné à bien digérer, ça peut avoir de réelles répercussions sur l'assimilation des nutriments, sur son confort aussi personnel, donc ça peut créer des ballonnements, des douleurs, des problèmes de transit, mais en plus de ça, comme je l'ai dit aussi, une mauvaise assimilation, donc en fait on perd tous les bénéfices d'une bonne nutrition si notre système digestif n'est pas entraîné.
Et comme le disait Ambre, les fibres servent vraiment à nourrir les bactéries, les enzymes, qui servent aussi à réguler le transit, à tempérer aussi l'assimilation de certains nutriments, notamment les glucides. Donc il faut bien comprendre que notre corps, c'est un système extrêmement complexe, composé de plein de systèmes qui fonctionnent tous avec en soi pour première base la nutrition. Donc, en fait, on a l'impression que c'est hyper complexe dit comme ça, mais en fait, pas tant que ça. Et par exemple, au niveau du système digestif, par exemple, on peut avoir également des problèmes au niveau de notre santé mentale. Parce que 85% de notre sérotonine, elle est sécrétée dans le système digestif. Et en gros, la sérotonine, c'est l'hormone du plaisir. Donc des fois, simplement, si vous avez beaucoup de troubles digestifs, des fois, vous pouvez être irritable, vous pouvez être triste, ce genre de choses. Plus sensible, parce que justement, vous ne sécrétez pas suffisamment de sérotonine. Et si je peux rajouter quelque chose, du coup, pour respecter ce système digestif, il faut tout simplement apprendre à se connaître. Et chaque personne est différente, chaque personne ne digère pas les aliments de la même manière. Et c'est là où vous devez vous écouter pour savoir ce qui vous correspond ou non, qu'est-ce qui va peut-être vous apporter un bien-être digestif ou au contraire de l'inflammation, et adapter votre alimentation aussi par rapport à vous. Pas juste par rapport à ce qu'on vous dit de manger. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir un petit peu à la base au niveau de la nutrition. Et j'aime bien donner cet exemple, et je crois que je le donne vraiment à chaque fois dans un podcast, donc je suis désolée par avance. Mais j'aime bien donner l'exemple du dos. Du quoi? Du mal de dos. Par exemple, quelqu'un... Je l'ai jamais dit. Ah ouais? Je l'ai jamais dit. Quelqu'un qui a un mal au dos, généralement, il va prendre un cachet pour soulager les symptômes. Mais il ne traite pas la cause du problème. Et généralement, au niveau de notre alimentation, on va des fois vouloir chercher la petite bête, ce genre de choses, à aller chercher la suroptimisation. Alors qu'en fait, le problème, c'est juste la base de votre alimentation. Vous n'avez pas les connaissances de votre métabolisme, vous ne connaissez pas vos besoins, vous ne variez pas votre alimentation, ce genre de choses. Et simplement de faire un micro-changement, ça peut en débloquer 10 autres. Donc en fait, au lieu de vouloir chercher à soulager les symptômes ou autres, traitez la cause du problème dans votre alimentation. Les fondations. Et moi, typiquement, pour observer un petit peu où se situe un patient dans un suivi, je fais toujours une semaine d'observation où je demande aux patients de bien varier, je fais tester quelques légumes, quelques aliments, on va dire, qui peuvent être plus ou moins complexes à digérer. Et en fait, je lui demande de noter vraiment de façon très précise tous les symptômes digestifs qu'il peut potentiellement avoir. Donc, c'est pas très glamour des fois, mais en fait, c'est une étape vraiment essentielle si je veux du coup observer les dysfonctionnements et les régler par la suite, parce que c'est pas en prenant des probiotiques qu'on règle toute la santé de son microbiote. Si on prend les mauvaises bactéries, on nourrit les mauvaises bactéries et du coup on amplifie nos symptômes digestifs. C'est ça. Donc il faut bien avoir conscience du problème pour trouver la cause, parce qu'il y a les prébiotiques, les probiotiques, des fois ça n'a rien à voir avec justement le microbiote, ça peut être vraiment plus le stress ou plein d'autres choses comme ça. Enfin bref, pour le coup, il faut vraiment apprendre à se connaître, prendre des notes dès qu'il y a un symptôme, dès qu'il y a un questionnement qu'on peut avoir, un ressenti, il faut tout traquer, tout noter. Et nous, on a la chance dans les suivis de le permettre et de, on va dire, le mettre en place dans nos suivis. Mais de toi à toi, si tu veux observer quelque chose, prends du recul, note tout et analyse surtout avec le recul la situation, parce que sans ça et en prenant tout un petit peu au jour le jour, tu n'arriveras pas à comprendre comment ton corps fonctionne. Donc vraiment, juste pour recontextualiser, Victoria disait juste avant que l'importance vraiment de la répartition est essentielle, et vraiment pour faire une brève recommandation, le plus important, ça va être d'avoir entre 20 et 25% de protéines, d'avoir 25 à 35% de lipides et le reste en glucides en fonction des profils, en fonction des préférences aussi. Il y a des personnes qui vont mieux réagir aux lipides qu'aux glucides, etc., etc. Mais vraiment, pour le coup, il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a son total calorique, il faut bien répartir de comment on va combler ce total calorique avec l'alimentation. Et vu que l'alimentation, c'est des calories, mais c'est aussi des protéines, lipides, glucides, il faut faire un bon petit micmac, on va dire, pour vraiment être sûr d'apporter ce dont notre corps a réellement besoin. Et hormis du coup l'apport calorique, on recommandera du coup 30 grammes de fibres alimentaires qui, elles, n'apportent pas de calories, mais qui sont essentielles, comme on l'a dit. C'est ça, donc les fibres, on répète, c'est vraiment fruits, légumes, céréales semi-complètes. Moi, c'est ce que je recommande souvent, parce qu'il y en a un peu plus que dans les céréales blanches, et c'est plus facile à digérer que les céréales 100% complètes. Dans tout ce qui est oléagineux, il y en a beaucoup aussi. Dans certaines légumineuses aussi, il y en a énormément. Donc voilà, vraiment, en fait, plus on va varier son alimentation, plus on va apporter de fibres aussi alimentaires, et plus on va apporter surtout des aliments bruts et peu transformés, plus il y a de chances qu'il y ait des bonnes fibres de bonne qualité. Et il y a plusieurs types de fibres. Il y a les fibres insolubles, donc qui sont sous forme de petits filaments. On peut souvent le voir sur, je sais pas moi, des haricots verts par exemple. Ça, c'est les petits fils qu'on voit, c'est des fibres insolubles. Et les fibres solubles, qui sont plutôt type
type pectine par exemple qu'il y a dans la pomme, qui vont vraiment créer une sorte de petit gel autour de l'intestin, autour de l'estomac, qui va protéger et favoriser du coup une meilleure digestion. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question sur votre métabolisme, sur vos besoins en protéines, lipides, glucides, je mettrai un petit lien en description de cet épisode pour calculer vos besoins et essayer d'estimer un petit peu les choses. Donc voilà, c'est une petite ressource que je vais transmettre dans la description de cet épisode, et comme ça on peut passer au troisième bloc de l'épisode. Le troisième bloc à ne pas négliger dans sa nutrition quand on veut vraiment obtenir de réels résultats, ça va aussi passer par la micronutrition. Donc on a parlé du métabolisme, des macronutriments, mais il y a aussi les micronutriments. Donc on a déjà un petit peu abordé le sujet en parlant d'alimentation peu transformée, de qualité, mais là on va vraiment parler un petit peu plus en détail du coup de l'importance des micronutriments. Du coup j'ai une question pour vous les filles. Est-ce que pour vous chaque calorie se vale? Non, parce que du coup ça va dépendre de l'aliment. Si par exemple c'est un aliment transformé et qu'il est composé d'ingrédients industriels, forcément la calorie ne va pas apporter d'énergie ou de bons lipides ou de bons glucides, contrairement à par exemple la calorie d'une banane qui elle va apporter du magnésium, du potassium, qui va apporter des fibres, etc. Donc non, ça ne se vaut pas. Et c'est là où du coup on va parler plus de la qualité qui va être importante du coup dans notre nutrition. Ok. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Si on prend tout simplement un repas ultra transformé ou un repas de fast-food, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup moins de vitamines et de minéraux que dans un repas type fruits, légumes, source de féculents, source de protéines. Donc déjà, rien que d'un point de vue visuel, on se rend compte que la qualité n'est pas la même. Et souvent, on voit souvent sur les réseaux sociaux des photos passer avec justement la comparaison de 500 calories de fast-food et 500 calories de bons aliments, entre guillemets. En fait, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est que oui, le total calorique est le même, mais la qualité, le volume alimentaire, l'impact sur la santé sont extrêmement différents. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans un extrême et dans un autre, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, mais si on veut donner à son corps ses réels besoins et apporter une nutrition de qualité, encore une fois dans un désir de bonne santé, de résultats sur la composition corporelle, sur le niveau de stress, sur la digestion, sur voilà, tout ce qui compose au final son quotidien, il faut avoir des micronutriments dans son alimentation. Et ça passe directement par la qualité de son alimentation, la variété, et pas que par le total calorique, et est-ce qu'on mange assez de calories par jour, et ainsi de suite. Et du coup, qu'est-ce que vous recommandez à vos patients quand ils vous disent oui, mais je ne sais pas comment avoir toutes les vitamines et minéraux dans mon alimentation? Simple, je vais lui dire varie au maximum ton alimentation. Pareil. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on mange toujours la même chose, t'apportes ce dont ton corps il a besoin, mais tu varies pas. Et en fait, chaque aliment va apporter des nutriments différents. Donc simplement en lui disant, va pas chercher la petite bête et la suroptimisation, juste varie. Tu as mangé, je sais pas, un kiwi, demain, je sais pas, tu manges une pomme. Juste de varier au maximum ton alimentation, et là, tu vas apporter différents nutriments à ton corps. Exactement. Parce qu'on voit souvent dans la musculation, ou peut-être même la force, des personnes qui ont une diète et qui mangent tous les jours pareil parce qu'ils se disent ok, ça marche sur mon corps, mais en fait ils n'optimisent pas réellement parce qu'ils ne retrouvent peut-être pas toutes les vitamines et minéraux présents dans les autres aliments qu'ils ne consomment pas, et donc peuvent se blesser, être en carence, etc., être fatigués, ne pas performer. C'est pour ça que beaucoup de pratiquants de musculation, ils vont énormément se complémenter. Oui. Parce que justement, ils mangent toujours la même chose. Et du coup, leur alimentation, ils vont pas la changer, mais par contre, le stock de compléments alimentaires, il est énorme. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est vrai. Moi, c'est vrai que je vois beaucoup de suivis qui arrivent en première consulte en disant voici ma diète et je mange tous les jours comme ça. Est-ce que ça te convient? Ah oui, ça me convient. Aucune frustration. Donc en soi, c'est un très bon point et ça peut convenir à certaines personnes. Et après, je dis oui, mais tu sais que là, typiquement, en mangeant, je sais pas moi, des brocolis tous les jours, alors oui, tu apportes de la vitamine B9, mais il va te manquer telle ou telle autre vitamine, par exemple. Par exemple du bêta-carotène qui a plus dans les carottes ou autre. Et la personne me dit oui, mais je prends du multivitamine, donc ça compense, etc. Comme ça c'est plus facile pour moi et ça me permet de garder ma diète bien stable. Je suis en mode mais quel est l'effort supplémentaire que ça va te demander de juste changer ton légume principal de tes repas, surtout que maintenant il y a les légumes surgelés, souvent c'est pré-lavé, pré-découpé. Donc en fait c'est juste je pense une sorte de facilité où on se dit effectivement j'ai mes abdos, je digère bien ou j'ai trouvé un truc qui me correspond bien et je reste sur ça. Mais en fait non, parce que du coup on désapprend aussi notre organisme à bien digérer les autres aliments et en fait c'est un petit peu
pas se tirer une balle dans le pied, mais pas Si, loin si, pour moi, ouais. vraiment pas loin. Parce que généralement, si vous enlevez en fait une catégorie d'aliments, ce genre de choses, votre corps ne va plus sécréter les enzymes qui vont permettre de digérer cet aliment. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit de varier énormément votre alimentation, parce que justement, votre corps il va avoir la capacité de digérer. Des fois, vous allez avoir des troubles digestifs pour la simple et bonne raison, ça fait trop longtemps que vous n'avez pas consommé cet aliment-là. Et du coup, votre corps ne sait plus le digérer. Moi, ça me le fait avec les fast-food, par exemple. Ouais. Comme j'en mange plus trop, dès que j'y vais, j'ai mal au ventre, je me Alors, sens pas c'est bien. très grave Pour moi, aussi, c'est pas pareil. Un fast-food que tu consommes très rarement et le fait que tu varies pas ton alimentation, parce qu'un fast-food, comme elle l'a dit Fanny, c'est hyper gras, acides gras saturés, ce genre de choses, et en Oui. fait, c'est un mauvais cocktail pour le système digestif. Après, je peux prendre tout simplement mon exemple, c'est que pendant des années, j'ai très peu consommé de féculents, de glucides et ainsi de suite, ce qui fait que quand j'en ai remangé, j'avais directement mal au ventre, ou j'avais l'impression que mon corps n'assimilait pas, ou enfin, il y avait quelque chose qui se passait mal, et je pouvais plus manger une pizza sans être pliée en deux. Je pouvais plus aller au restaurant italien sans être sûre de mal digérer quelque chose, parce que c'est énormément d'aliments que j'avais enlevés de mon alimentation. J'avais enlevé le fromage, j'avais enlevé les glucides, donc les féculents. Et en fait, quand j'ai réintroduit tout ça, mon corps, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Et pareil, dans le cadre de mes troubles du comportement alimentaire il y a quelques années, je mangeais énormément de légumes que je ne digérais pas parce que je savais par exemple que ça allait m'accélérer le transit et que j'allais perdre du poids comme ça. Mais en fait, c'est juste pareil, se tirer une balle dans le pied, parce que si on ne digère pas quelque chose et qu'on continue de le consommer en grande quantité et que ça nous crée du coup des troubles digestifs, comme je le disais aussi, on va mal assimiler, on va avoir tout le temps des maux de ventre, et c'est pas un quotidien, ce n'est pas une vie, et il faut vraiment essayer de comprendre son corps et trouver le juste milieu, et petit à petit consommer les aliments qu'on digère dans les bonnes quantités, avec les bonnes fréquences aussi, parce que des fois c'est pas une question de quantité, c'est une question de fréquence. Si on mange tous les jours 3 amandes mais qu'on ne digère pas les amandes, peut-être qu'on aura des symptômes digestifs tous les jours, alors que si on n'en consomme que très rarement aussi ou ça, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tout ça pour dire que ça passe aussi par la digestion, au final la qualité et l'optimisation nutritionnelle, ainsi que les micronutriments. C'est un tout. Surtout que généralement dans nos suivis, on dit souvent de favoriser la qualité nutritionnelle pour justement apporter différents nutriments au corps, mais surtout, parce que là je vais revenir à la première partie, au niveau du métabolisme de base, enfin plutôt on va dire la dépense énergétique journalière, on a ce qu'on appelle la thermogénèse alimentaire. Et en gros, si vous mangez de la qualité nutritionnelle, vous allez produire beaucoup plus de chaleur pour digérer cet aliment. Et du coup, involontairement, vous brûlez plus de calories. Imaginons que je mange 500 calories d'aliments qui génèrent une très faible thermogénèse. En fait, in fine, dans l'estomac, en termes de total calorique ingéré, je vais peut-être être à seulement 10% de brûlé à la digestion. Donc, je vais avoir consommé 450 calories. Par contre, si je consomme un repas extrêmement complexe et complet à digérer, mais dans le bon sens du terme, qui génère une grande thermogénèse, on va plus être sur du 25%, 20-25% de thermogénèse alimentaire. Donc les 500 calories, ils vont plutôt se retrouver en, 350. On n'est pas là pour faire du calcul, mais en tout cas, on va avoir in fine moins de calories vraiment concrètes ingérées, alors qu'on aura mangé théoriquement sur le papier le même nombre de calories. Ce qui fait qu'on peut augmenter notre métabolisme comme ça, en consommant des aliments de meilleure qualité pour justement pouvoir manger plus mais manger mieux. Pour rajouter quelque chose sur la qualité, je pense que c'est important du coup de varier, mais aussi de consommer des fruits et légumes de saison, puisqu'ils vont apporter les bons nutriments au bon moment. Selon la saison. Par exemple, là, on va rentrer dans l'hiver et on va avoir besoin de vitamine C, et du coup, on va retrouver dans les agrumes qui sont de saison à ce moment-là. Ou même les légumes, par exemple, en hiver, c'est butternut, courge, ce genre de choses. C'est des aliments qui sont très compacts parce que justement, ça va nous permettre de produire beaucoup plus de chaleur pour les digérer. Parce que justement, en hiver, on a froid. Ah, mais moi, ça me fascine. Moi aussi, ça me fascine. Vraiment, je trouve ça dingue. La nature est bien faite, le corps humain est bien fait. C'est juste nous, on veut essayer de tout contrôler pour notre apparence physique ou pour la société ou pour juste une question de marketing, mais en fait non, c'est la nature nous donne déjà tout. Je trouve ça fou en vrai quand on y pense. Voilà. C'était la petite parenthèse la partie sociologique. Pardon. La nature est bien faite. La nature est faite, mon corps se défend contre les microbes. Bon, maintenant qu'on a parlé vraiment
encore une fois, de l'énergie, des macronutriments, des micronutriments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on a toutes ces informations-là et qu'on a compris globalement comment son corps fonctionne, si on veut avoir des vrais résultats, ce qu'il faut, c'est être régulier dans l'application des recommandations précédentes. Donc, ce qu'on peut faire peut-être, les filles, c'est donner des conseils juste pour bien être organisé. On a déjà fait un épisode de podcast, on vous le mettra en référence justement en description de cet épisode, mais je pense que c'est vraiment des informations à répéter, parce que sans ça, pour moi, on n'a pas de régularité. Et si le corps n'est pas dans une certaine stabilité et ne sait pas à quoi s'attendre au jour le jour, c'est normal qu'il ne réagisse pas comme on le souhaite. Le conseil que je donne en général juste pour l'organisation, c'est déjà de connaître un petit peu des recettes qu'on aime bien, qui sont saines et qui sont de saison, et qu'on note dans un petit carnet, et comme ça à chaque fois on fait un petit peu les recettes qu'on aime bien, et on n'est pas perdu dans la masse d'idées de recettes qu'on retrouve sur internet. Ensuite, peut-être avoir un plan, un peu d'action sur la semaine de quelles recettes on va effectuer pour pouvoir créer sa liste de courses et ne rien oublier pendant ses courses. Et aussi d'avoir un peu ses indispensables dans son placard, donc des conserves des bocaux, de l'épicerie sèche, donc des pâtes, du riz, etc. Et aussi des surgelés avec des légumes par exemple ou des fruits comme on disait, pour avoir toujours sous la main un peu toutes les composantes alimentaires qu'on a besoin avec les macronutriments et micronutriments. 100% d'accord. Ouais, moi j'ai rien d'autre à Moi, rajouter. j'ajouterais vraiment le côté de, quand on fait ses courses, chercher à 100% d'avoir principalement dans son panier ou même chez soi des aliments bruts peu transformés. C'est le premier gage d'une bonne qualité nutritionnelle et d'une bonne quantité généralement d'un ou plusieurs macronutriments à l'intérieur. Si je prends des pâtes, on va avoir essentiellement des glucides de bonne qualité à l'intérieur. Si on prend des légumes, on va avoir essentiellement des micronutriments et des fibres à l'intérieur, avec un peu de glucides aussi. Et si on prend une source de protéines brutes, on sait qu'on a notre portion de protéines. Et à côté de ça, on peut varier avec un petit peu plus de légumineuses et on sait qu'il y a beaucoup de protéines et glucides à l'intérieur. Donc en fait, tous les aliments bruts, si on apprend à les composer, à les mélanger ensemble, on se retrouve quasiment toujours avec un repas complet, de qualité, qui répond aux besoins. Et après, c'est vraiment purement une question d'adaptation à ses propres besoins en faisant quelques pesées, en ayant, on va dire, le bon coup d'œil sur les portions. Et aussi, une fois que l'organisation est stabilisée avec les recettes un petit peu répétitives, les placards qui sont toujours remplis d'aliments sains et la variété qui se passe au niveau des saisons et ainsi de suite, on parlait de régularité, mais ça passe aussi par la régularité au niveau de l'apport calorique, tout simplement parce que si toute la semaine on mange à hauteur de ses besoins et que le week-end on se dit j'ai tout bien fait la semaine, du coup je peux manger n'importe quoi ou faire beaucoup moins attention durant le week-end et qu'on explose par exemple son total calorique, au final notre moyenne hebdomadaire va largement augmenter. Ce qui fait que toute la semaine on va avoir l'impression d'être en déficit, par exemple si notre objectif c'est de perdre du poids, mais vu que le week-end on mange beaucoup plus, notre moyenne elle va se retrouver à hauteur de notre maintien calorique, ce qui fait que c'est pour ça qu'on n'a pas de résultat. Donc plus on va être régulier, plus on va avoir de la constance tous les jours de la semaine, ce n'est pas qu'une question du lundi au vendredi, vraiment, en fait il n'y a que comme ça qu'on a vraiment des résultats qui se décuplent, parce que si on tourne en rond non-stop, sur une semaine on fait tout bien, le week-end on explose tout, on repart de plus belle parce que du coup on voit qu'on n'a pas de résultat. Mais en fait au bout d'un moment on s'épuise, on se fatigue et on n'y croit plus tout simplement. Donc vraiment je pense que la régularité est tout aussi intéressante et importante que l'organisation. Et pour moi les deux sont indissociables, parce que si on est bien organisé, on n'a pas de mal à être régulier. Surtout que attendre le week-end pour se faire un peu plus plaisir, pour moi, c'est pas un comportement sain vis-à-vis de l'alimentation. Il faut se faire plaisir tous les jours. Mais après, ça, c'est pas le sujet du podcast. Mais dans tous les cas, la régularité va toujours battre la perfection. Après, attention, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de repas au restaurant, de repas écart. Ah non. Mais juste, par exemple, quelqu'un, là je vais juste donner un exemple, mais c'est pas le sujet du podcast. J'ai une patiente, elle s'autorise uniquement un petit peu le relâchement le week-end. Elle a eu un relâchement dans la semaine qui n'était pas prévu et ça l'a perturbée et du coup elle culpabilisait. Moi je pense qu'il faut changer les jours d'écart et pas du coup se dire c'est le dimanche. C'est pour ça. C'est juste parce que c'est un repas dans la semaine quand tu veux dans la semaine. Et justement, moi ce que j'essaye de faire par exemple pour des personnes qui sont en déficit calorique, c'est de peut-être augmenter de 50 calories, de diminuer de 50 calories leurs apports, comme ça je sais que même avec leurs écarts ça n'annule pas le déficit et du coup ça crée. Moi aussi je fais toujours une petite marge de sécurité
en fonction de l'organisation de chacun et des opportunités de chacun. Quelqu'un qui a beaucoup de déjeuners d'entreprise aussi ou ça et qui veut faire un déficit, je vais toujours prendre une marge de sécurité. Quelqu'un qui gère tout son quotidien, qui est extrêmement rigoureux, qui n'a jamais d'imprévu, je sais que je vais pouvoir être pile au niveau du déficit. Donc encore une fois, c'est du cas par cas. Il faut apprendre à se connaître d'un point de vue corporel et aussi d'un point de vue vie quotidienne, clairement. Exactement. Et si vous n'arrivez pas à être régulier, c'est que vous faites pas la bonne méthode. C'est ça. Il faut revoir ses bases et sa méthode. Parce que les imprévus, il faut les accepter. Plus vite vous les acceptez, et mieux c'est pour vous en soi. Parce que on va dire les restaurants, ce genre de choses, ça va arriver dans tous les cas. Ouais, déjà d'une. Et on le fait nous aussi en tant que diète. Ouais, et c'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Mais ça, c'était la petite parenthèse au niveau du podcast. Encore une fois, là, c'est un podcast qui voit les bases. On se restreint beaucoup dans la transmission de connaissances et de conseils. Mais là, ce qu'on veut, c'est juste poser vraiment la base des bases sur les premières questions à se poser, sur là où il faut concentrer son énergie. Quand on voit que notre alimentation ne nous convient pas actuellement ou qu'on n'a pas de résultat actuellement. Ce qu'on peut faire pour terminer justement le dernier bloc de cet épisode, c'est faire un petit peu un listing des erreurs qu'on peut souvent faire, qu'on peut souvent observer, des choses un petit peu inconscientes qu'on fait et qui ont un impact. Donc je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus, étant donné que c'est aussi ce qui peut faire débloquer les résultats, les micro-changements qu'on ne conscientise pas et qui pourtant ont un grand impact justement sur son total calorique, sur l'impact de sa nutrition dans son corps et ainsi de suite. Donc voilà, on va lister des petites choses comme ça. Pour moi, l'erreur principale, je dirais que c'est la quantification. Est-ce qu'on quantifie bien les choses que l'on met dans nos assiettes et ainsi de suite? Parce que des fois, j'ai un patient qui va me dire « Non, mais je mange sainement ». Ok, c'est bien, tu manges sainement, mais est-ce que tu arrives à bien quantifier, on va dire, les choses? Et généralement, quand on fait un listing sur une journée, et par exemple, l'huile d'olive, encore une fois, pour revenir à l'exemple de ce qu'elle disait Fanny, 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Est-ce que tu arrives à bien quantifier ton apport lipidique? Parce que des fois, ça peut vraiment augmenter le total calorifique. Donc moi, je dirais vraiment l'erreur fréquente, la plus connue pour moi, c'est la quantification. Et il y a, justement, par rapport aux lipides, il y a une anecdote que j'ai qui à chaque fois fait fureur, c'est que c'est une idée reçue, on pense que le chocolat au lait est plus calorique que le chocolat noir, sauf qu'il contient plus de sucre, le chocolat au lait, et le chocolat noir plus de lipides. Et donc, le chocolat noir est souvent plus calorique que le chocolat au lait. Et du coup, mais il est de meilleure qualité, par contre. Voilà. Du coup, c'est important de comprendre que la bonne qualité nutritionnelle, ça ne veut pas dire pas calorique. Oui. Et ça, souvent, c'est... différent. Par exemple, quelqu'un qui va dire « Ah, mais je grignote des amandes, je grignote pas des gâteaux ». En fait, les amandes sont plus caloriques au 100 grammes que des fois des petits biscuits. Et c'est des petits changements comme ça. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne mange pas pour prendre du poids, perdre du poids, changer son corps. On mange pour donner de l'énergie à notre organisme et apporter des nutriments. Et en fait, on a oublié cette chose-là, encore une fois, parce qu'on a trop d'objectifs physiques et qu'on en oublie l'essence même de la nutrition, qui est le bon fonctionnement de notre organisme. Et souvent, on va manger parce qu'on attend un résultat sur notre physique et pas parce que c'est nos besoins, tout simplement. Et en fait, ça fait partie des erreurs fréquentes de chaque aliment a un impact sur notre corps et ainsi de suite. Théoriquement, oui, mais pas sur notre composition corporelle parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand on ne parle pas d'un aliment à un instant T, on parle vraiment d'une globalité sur un mois, une semaine, une année même, ou toute une vie carrément. Donc voilà, moi je voulais aussi faire un parallèle là-dessus, c'est que oui, des fois, on va faire attention à l'apport calorique parce qu'on a un certain objectif, mais il ne faut pas pour autant, on va dire, favoriser des aliments peu caloriques de mauvaise qualité parce qu'ils sont peu caloriques. Donc ça, pour moi, ça fait partie des premières erreurs parce qu'on va se retrouver à avoir une alimentation extrêmement appauvrie en nutriments qui ralentit le métabolisme, qui ralentit le TEF aussi, donc l'effet thermique au niveau de la digestion. Et en fait, petit à petit, on se retrouve avec des aliments qui ne contiennent plus rien et une peur panique de manger des aliments de bonne qualité avec des lipides à l'intérieur ou autre. Donc voilà, on a un peu dévié, mais je trouvais ça important quand même de le rappeler. Il y a trop de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, oui, c'est vrai. Mais par rapport à la quantification, les lipides, oui, sont à quantifier et en soi, on peut manger des lipides, on doit manger des lipides, il faut juste faire attention à la quantité. Donc, c'est pas grignoter des amandes comme ça sans les compter ou autre, c'est vraiment se dire, ok, une poignée d'amandes, c'est 10-12 amandes, et là, on se retrouve déjà avec quasiment une centaine de calories. Le chocolat, c'est pas la demi-tablette, parce qu'on va se retrouver avec 300 calories de chocolat dans une journée en plus, c'est quand même assez important et ça crée un surplus, souvent. Et alors que si on prend un petit carré comme ça au niveau d'une collation parce qu'on en a envie, parce que ça nous fait plaisir, ça n'a pas d'impact. Un carré de chocolat, c'est entre 50 et 60 calories. Ce n'est pas grave. Et encore une fois, le corps, il ne va pas faire la différence de 60 calories.
En gros, sur une journée, il ne va pas faire de différence sur un apport calorique que vous allez avoir en plus. J'ai du mal à parler, moi. Je suis désolée. Mais par contre, il va faire la différence si vous répétez ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça, il faut aussi un petit peu dédramatiser. Mais par exemple, aussi, il y en a, ils oublient de compter un petit peu les légumes. Oui, les légumes, c'est un faible volume alimentaire, mais ça apporte quand même des calories. Et il y en a pas mal au niveau de mes patients. Qui ne traquent pas leurs légumes. Qui ne ratent pas les légumes, qui disent non, mais les légumes, je ne les compte pas, il n'y a pas beaucoup de calories. Bah si, c'est quand même des calories et tu peux prendre du poids si tu manges uniquement des légumes, quoi. Oui, en soi, tout est une question de balance énergétique, mais pour revenir par exemple à la quantification, mettre une cuillère à café d'huile d'olive dans une poêle pour faire cuire des aliments et mettre un filet, on peut passer de 45 calories à plus de 200, quoi. Ouais. Donc vraiment, pour le coup, il faut bien comprendre ça et que c'est vraiment souvent une question de quantité et d'une bonne compréhension aussi des portions usuelles, en gros. Des besoins. Une erreur aussi à éviter, c'est de négliger l'hydratation. C'est pas calorique, ça fait pas partie des macronutriments, mais par contre ça contient des micronutriments, donc des minéraux. Et c'est important pour aussi ses rôles dans le transport, dans la bonne digestion, dans la régulation de l'appétit aussi. Ouais, dans la régulation de l'appétit. Pour le bon fonctionnement du corps, tout simplement. Voilà. Parce que c'est une fonction vitale. Si vous buvez pas, vous mourrez. Il y a aussi des réserves. Donc je pense que c'est quand même très dramatique. C'est clair. Le coma, vous mourrez. Non mais c'est vrai. Voilà, en tout cas on en parle brièvement, mais parce que c'est hyper important et qu'on n'a pas de réserve, donc on est obligé de boire. Et en fait, si on ne boit pas, on ne digère pas bien, on n'absorbe pas bien les nutriments. Donc, ça fait partie des erreurs clés souvent qui peut avoir un impact du coup sur après tous les résultats, tout le visuel aussi du corps. Un corps qui est tout le temps déshydraté peut être plus sujet à la rétention d'eau, donc à ne pas voir le poids qui bouge trop sur la balance, à avoir toujours cette sensation de ne pas être défini musculairement, etc. Donc il y a ça à prendre en compte, je suis d'accord. Donc après, il y a évidemment des centaines d'autres erreurs à faire, enfin à ne pas faire du coup. Mais franchement, je pense qu'on a déjà assez parlé justement. Si jamais il y a la moindre question, les commentaires sont ouverts pour cette vidéo. On a hâte de potentiellement vous lire ou vous accompagner. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ou s'il y a besoin d'aller plus en détail par rapport à n'importe quel objectif, on propose justement des appels découvertes avec l'équipe. Donc voilà, pareil, le lien de nos calendriers seront en bio. Donc n'hésitez pas, si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, on peut se rendre disponible. L'appel est totalement offert et sans le moindre engagement. Donc ça peut être un temps à prendre vraiment et à faire surtout. En tout cas, si l'épisode t'a plu, encore une fois, pense à soutenir le travail effectué. Ça nous motivera à faire plus d'épisodes comme ça. Si tu as une suggestion aussi pour le prochain épisode de podcast, on est preneuse également, même si on a déjà plein d'idées aussi de notre côté. On te remercie forcément pour ton écoute et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo YouTube ou un prochain podcast. Merci beaucoup les filles. Merci, des bisous. Salut.